Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Pierre Lucrat. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, vous êtes historien de formation et docteur en civilisation américaine et spécialiste d'études africaines-américaines et de cinéma. En 2016, vous avez obtenu une thèse intitulée Archétypes, caricatures et stéréotypes noirs du cinéma d'animation américain entre 1907 et 1975, de l'altérisation à la Révolution, auprès de l'Université Paris 3. Vous avez publié récemment plusieurs articles issus de vos travaux de recherche dans la RFEA, donc Revue française d'études américaines, la revue de la BNF ou ICA, donc Revue de l'Institut des langues et cultures de l'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie. Vous travaillez actuellement une monographie sur le cinéma d'horreur américain qui analyse le genre sous un angle historique, politique et social. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec nous dans Histoire en série pour présenter une série qui s'appelle The Corner. Alors peut-être Pierre, commencez par présenter d'abord l'œuvre issue de l'ouvrage éponyme et puis peut-être la série. Tout à fait. Déjà, merci de me recevoir. Je suis très intéressé par votre émission et c'est toujours un plaisir d'intervenir pour présenter des choses qui m'intéressent et qui, je l'espère, intéresseront les auditeurs et les auditrices. Alors, à l'origine, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que The Corner, c'est un ouvrage qui a été publié pour la première fois en 1997, qui a été rédigé à quatre mains par un journaliste du Baltimore Sun qui s'appelle Davidson, et également par Ed Burns, qui était un ancien inspecteur à la brigade criminelle. Le titre originel qui est The Corner, A Year in the Life of an Inner City Neighborhood suit donc pendant la durée d'un an, donc c'est une enquête rédigée, suit donc pendant cette durée d'un an l'évolution d'une dizaine d'individus qui résident, donc comme l'indique le titre de l'œuvre, au coin, littéralement, des rues Fayette et Monroe, qui sont toutes deux situées dans la partie ouest de Baltimore. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur le pourquoi de cette partie ouest. Donc, le titre de l'ouvrage et par la suite de la série éponyme renvoie à la fois à l'unité de lieu, puisque toute l'action va se dérouler donc sur ce coin de rue, et également renvoie à l'échelle d'observation qui caractérise donc cette enquête de terrain qui a été menée par les deux auteurs pendant 3 ans. Bien que l'action se déroule seulement pendant 1 an. Et en effet, bien que le produit fini prenne la forme d'un roman, je tiens à insister vraiment sur ce point, tous les lieux, les noms et les personnages qui sont cités sont absolument à 100% réels. Pierre, donc là, par rapport à ce roman, en fait, cet ouvrage, plutôt, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur le développement et comment est-ce qu'il est devenu une série ? Alors, The Corner, en termes de série, donc c'est une mini-série, donc l'adaptation de l'ouvrage que je viens de mentionner, qui a un format assez intéressant, puisque donc je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la série The Wire, ou Sur écoute en français. Eh bien, c'est une sorte de préquel, puisque peut-être que vous l'avez remarqué, en tout cas, les auteurs, enfin en tout cas David Simon, a écrit également The Wire et a également travaillé en tant que scénariste sur la série. Mais si on remonte quelques années auparavant, The Corner, donc c'est une mini-série, donc c'est un format de série beaucoup plus court, qui compte une saison unique de 6 épisodes d'environ 1 heure chacun. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la série, pour vous resituer un peu son historique, a été diffusée pour la première fois aux États-Unis de façon hebdomadaire, avec un nouvel épisode chaque semaine sur HBO, puisque ça a été financé, produit par HBO, entre le 16 avril et le 21 mai 2000, et la série est réalisée par Charles Dutton, qui est assez connu aux États-Unis, et donc, comme je vous l'ai dit, comme c'était le cas aussi pour The Wire, notamment scénarisé par David Simon lui-même. Alors, chaque épisode débute par une scène d'exposition qui présente le personnage central et qui sera le sujet principal auquel va s'intéresser l'épisode, au travers d'une espèce de vraie fausse interview qui est réalisée caméra à l'épaule et dans laquelle le personnage en question évoque son quotidien, sa relation avec les autres protagonistes et également sa relation, puisque c'est le cœur du sujet de The Corner, avec le marché de la drogue et le marché de la drogue à Baltimore.
Il évoque également, de façon un peu plus poétique quelquefois, son vécu et parfois même sa philosophie de vie. Et il y a d'ores et déjà un point sur lequel j'aimerais revenir, puisque comme disait Pascal Horry, notamment dans son ouvrage sur l'histoire culturelle, donc je le cite, la forme est en soi un contenu, donc fin de citation, dans le sens où la forme est porteuse d'un choix qui est conscient et délibéré. Et ici, dans ce cas très très précis, faire le choix de présenter les personnages via une interview, ça permet de poser un cadre de représentation qui est d'ores et déjà précis, mais surtout d'ancrer le propos et le vécu des personnages dans une réalité sociale concrète et de plonger également les spectateurs dans une espèce d'univers soit parallèle, soit concomitant au leur. Et en très très résumé, donc pour ne pas vous spoiler non plus, pour ne pas divulgacher, un épisode donc d'une soixantaine de minutes correspond en fait à la mise en lumière d'un personnage en particulier. C'est ce que je vous ai dit. Donc on apprend notamment à connaître les membres d'une même famille qui a été séparée et détruite, donc sans trop en dire, par la drogue. Donc qu'il s'agisse de la consommation de drogue ou de la vente, et que l'on peut apercevoir également être, comme je vous ai dit, détruite, et au fil également, donc sur une échelle un peu plus large, de la dégradation des conditions de vie dans le quartier, ou encore on peut suivre également une communauté de junkies, une communauté donc de drogués qui incarne l'envers du rêve américain, donc c'est une thématique qui est extrêmement présente dans l'œuvre, et par la suite dans The Wire également, mais d'une autre façon. Donc qui incarne, je disais, l'envers du rêve américain et qui doivent multiplier par exemple les petits boulots et les combines également pour pouvoir satisfaire leur addiction, en tout cas temporairement. Pierre, quelque chose de tout à fait intéressant, vous l'avez dit, ça se passe donc aux États-Unis, ça se passe sur la côte Est, on est à Baltimore, hein, surtout le préquel, vous l'avez dit, de The Wire. The Wire, si les auditeurs veulent aller plus en détail, voir l'analyse qu'en a faite Elsa Grassi dans l'épisode 26, je les invite à se rendre sur notre site internet histoireensérie.com et à aller écouter cette émission-là pour se remettre tout ce qu'il faut savoir sur Baltimore en tête. Mais j'aurais aimé peut-être, Pierre, pour commencer à rentrer dans les détails, que vous nous présentiez, vous, le contexte à la fois économique et social pour les Africains américains aux États-Unis. On en parle beaucoup ces temps-ci, malheureusement, l'actualité avec George Floyd et le mouvement qui vient né, Black Lives Matter. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça, Pierre? Alors évidemment, le contexte a une importance assez grande au sein de l'œuvre en général, donc que ce soit le livre duquel elle est issue, pardon, ou la série The Corner, puisque la série, comme je vous ai dit, prend place alors elle a été diffusée pour la première fois en 2000. Elle prend place donc vraiment quelques temps avant, vraiment très peu de temps avant, et l'ouvrage d'origine, donc le matériau originel, lui, a été publié en 1997. Et si on remonte encore un tout petit peu avant, l'ouvrage, encore une fois, l'ouvrage éponyme The Corner, tire sa source d'une enquête qui a duré 3 ans. Donc on peut remonter jusqu'en 1994. Or, ce dont on s'aperçoit lorsqu'on se penche sur le contexte immédiat, puisque, il faut le préciser d'ores et déjà, la majorité des personnages qui sont concernés et qui figurent dans la série The Corner sont africains-américains. Donc effectivement, il faut, pour essayer d'apporter un éclairage et pour essayer d'apporter une remise en contexte, il faut aussi observer ce dont il est question en termes d'histoire africaine-américaine. Et effectivement, le contexte économique et social pour les Africains-américains aux États-Unis, puis à Baltimore en particulier, je vais y revenir si vous voulez après, est extrêmement intéressant et surtout extrêmement ambivalent pour la population africaine-américaine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au moment où l'ouvrage est publié, donc Bill Clinton, qui était président à l'époque, est sur le point d'achever son 2e mandat présidentiel. Donc je vous rappelle qu'il a été élu président pour la première fois en 1993 et qu'il a terminé son 2e mandat en 2001. Et la population noire, en tout cas pour toute une partie, tend à voir ses conditions d'accès à des emplois qualifiés et aux études supérieures s'améliorer dans l'ensemble. Par exemple, le nombre de professeurs d'université africains-américains double entre 1970 et 1990, tandis que le nombre de médecins noirs triple et que celui des ingénieurs, donc des ingénieurs qualifiés, quadruple pendant la même période.
Ceci dit, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement ambivalent puisque c'est quelques réussites qui sont érigées quelquefois en modèle de réussite individuelle. Et encore, je ne parle pas non plus dans les années 90 de l'émergence de superstars, notamment de superstars très individuels qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Je pense notamment à des superstars comme Oprah Winfrey, comme Michael Jordan, donc des superstars de l'industrie du divertissement ou du sport à haut niveau, ne doivent pas, encore une fois, servir à masquer les problématiques de fond et ne doivent pas empêcher également les observateurs intéressés de se poser la question de pourquoi toute une partie du monde noir aux États-Unis sombre littéralement. Donc ça, je vais y revenir, et notamment peut-être en vous parlant de Baltimore, puisque encore une fois, c'est la ville qui est la comment dire qui est la toile de fond. En fait, la ville est un personnage à part entière, et surtout ce coin de rue dans The Corner, qui donc entretient un rapport assez particulier avec la population africaine-américaine. Pourquoi ? Alors, la ville de Baltimore, comme je vous l'ai dit, entretient un rapport qui est très particulier. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours de son histoire, et c'est encore le cas aujourd'hui, la ville compte une majorité, donc là on parle un peu de démographie, une majorité d'habitants noirs, et pour être plus précis, Baltimore, c'est la 5e ville états-unienne la plus peuplée par la communauté noire, ce qui est quand même assez important. Pour vous donner un chiffre, pour être un peu plus précis, le recensement de 2019, donc un recensement qui a lieu chaque année de façon nationale aux États-Unis, révèle que 62,7% des habitants de Baltimore en 2019 sont africains-américains, voire afro-descendants. Toutefois, il faut préciser que ce nombre est en très légère baisse depuis environ une dizaine d'années à cause notamment d'une combinaison de facteurs économiques et sociaux. Je pense notamment au déménagement des populations noires les plus aisées vers les banlieues résidentielles. Je pense également à la problématique de la gentrification et aussi à l'arrivée d'immigrants latinos et asiatiques qui viennent un peu renverser la balance. Et d'ailleurs, cette question est évoquée, les relations notamment intercommunautaires entre les Africains-Américains et les derniers arrivants asiatiques, la question de la migration vers les banlieues résidentielles également est évoquée à travers The Corner, et de façon pas forcément parmi les plus joyeuses, en tout cas. Et ce qu'il faut dire également, c'est que bien que la population, historiquement parlant, la population africaine-américaine soit liée à la ville de Baltimore, par exemple, on estime que le nombre d'habitants noirs libres avant l'abolition de l'esclavage, donc avant 1865, avant la proclamation d'émancipation même, est déjà important à l'époque, donc est déjà important au 19e siècle, mais comme pour beaucoup de villes et beaucoup de grands centres urbains du Nord, c'est le mouvement migratoire intracontinental dit de la Grande Migration qui va transformer définitivement la démographie de la ville à partir des années 1930. Donc très rapidement, je vous donne le principe de la Grande Migration. Pendant donc cette grande migration, des milliers d'Africains-Américains quittent massivement les États du Sud. Pourquoi ? Tout simplement pour fuir les lois de ségrégation Jim Crow, les lynchages également, donc qui est une pratique de la violence à but politique, dans le but de maintenir une certaine forme de suprématie blanche dans les États du Sud après l'abolition de l'esclavage. Et donc ces individus africains-américains fuient le Sud, fuient les violences, fuient les lynchages et essayent de rejoindre en fait les grands centres urbains du Nord en quête d'une vie meilleure, de plus d'opportunités, notamment au niveau de leur travail, etc. Et ce qu'il faut savoir, donc pour l'anecdote, pour le trivia, si vous voulez, la population noire de la ville est essentiellement répartie entre la partie est et la partie ouest, donc c'est là aussi où se déroule The Corner. Et cette répartition, lorsqu'elle apparaît sur une carte, visuellement, ressemble à un papillon, d'où le fait que l'on ait surnommé la population noire de la ville, et cette répartition en particulier, le papillon noir, tandis que la population blanche et sa répartition est surnommée le L blanc, puisqu'elles sont plutôt localisées au nord et au sud de l'agglomération. Donc si vous voulez, on peut peut-être parler du contexte politique, comme je vous disais. Donc là, je vais peut-être être un poil long parce qu'il est vraiment très très bon, je pense, de contextualiser politiquement ce qu'il se déroule à l'époque et aussi de contextualiser donc
et aussi de contextualiser, je pense qu'il est bon de le faire, les œuvres politiques de Bill Clinton, notamment par rapport à la lutte contre la drogue et certaines lois anticriminalité sur lesquelles je vais revenir et qui ont directement impacté les personnages de The Corner et dont on peut voir quelques traces, notamment en filigrane, à travers l'histoire et à travers certains événements. Bien évidemment, je n'en dirai pas plus, je vous invite à aller voir cette série. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, comme je vous le disais, Bill Clinton est président et sa popularité parmi l'électorat noir aux États-Unis est assez indéniable. En 1992, par exemple, le New York Times faisait mention d'une mobilisation de 75% du vote des Noirs en faveur de Bill Clinton lors du Super Tuesday. Donc, très rapidement, le Super Tuesday, c'est le jour où le plus grand nombre d'États votent simultanément et qui est une date assez incontournable dans le calendrier des primaires, notamment démocrates. Et on estime aujourd'hui que la popularité de Bill Clinton parmi la population noire était avant tout liée à son background personnel et surtout à sa personnalité. Mais si l'on se penche, comme je le disais, sur son bilan politique et surtout à l'aune d'avancées pour les Africains américains, le bilan est beaucoup plus contrasté. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, certes, le revenu médian des ménages africains-américains a augmenté d'environ 25%. Le chômage est à la baisse en général, notamment pour les Africains-américains. On estime que le taux de chômage passe de 14 à 8% pendant les 2 mandats de Bill Clinton. Il y a également un taux record de prêts accordés aux minorités, en général et pas simplement aux Africains-américains. Mais, et là il faut vraiment le préciser d'emblée, 2 projets de loi majeurs touchent durement les populations pauvres et les minorités. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il était aussi important de revenir dessus. Donc le premier projet de loi a été émis en 1994 et validé à la même date, donc, et qui s'intitule en anglais le Violent Crime Control and Law Enforcement Act, donc qui est plus connu chez nous sous le nom de loi anticriminalité américaine. Et donc, je vais citer Diane Benedict Meyer qui dit notamment dans un de ses articles que c'est la plus importante loi anticriminalité de la seconde moitié du XXe siècle, ce qui n'est pas rien. À travers l'adoption de cette loi et la validation de cette loi, le Parti démocrate veut montrer, puisque Bill Clinton était démocrate, veut montrer qu'il se saisit notamment de la question sécuritaire. En 1992, lors de la campagne de Bill Clinton, c'est d'ailleurs un des thèmes de campagne favoris et qui est assez récurrent de Bill Clinton. Donc, comment cela se manifeste? Eh bien, ça se manifeste déjà par un renforcement de la sévérité pénale qui a renforcé la problématique de ce qu'on appelle l'incarcération de masse. Incarcération de masse qui, je le rappelle, touche de façon démesurée, statistiquement parlant, les populations noires et surtout les jeunes hommes africains-américains. En 2010, par exemple, on estime, donc là c'est pour toute catégorie sociale et catégorie ethno-raciale confondues, en 2010, on estime par exemple qu'il y a 2,2 millions de détenus aux États-Unis, ce qui représente, pour remettre les choses en perspective, 20% de la population carcérale totale dans le monde, ce qui est absolument énorme. La deuxième conséquence de ce renforcement et de cette mise en place de la loi anticriminalité, c'est le fait de créer un système qui va être racialement inégalitaire face à la problématique de l'incarcération de masse. Aujourd'hui, les statistiques le disent, si vous naissez noir aux États-Unis, que vous êtes africain-américain, vous avez une chance sur 3 d'être incarcéré au moins une fois dans votre vie. Et à titre de comparaison, si vous naissez et que vous êtes reconnu comme blanc aux États-Unis, bien évidemment, les catégories ethno-raciales évoluent au fur et à mesure du temps. Mais aujourd'hui, si vous naissez aux États-Unis et que vous êtes identifié comme étant blanc, il y a une chance sur 17 que vous soyez arrêté et incarcéré une fois dans votre vie. Donc, il y a une proportion assez élevée d'Africains-Américains qui sont aujourd'hui en prison. Et à tel point, donc ça renvoie également à des problématiques qui sont évoquées à travers The Corner et notamment à travers un personnage en particulier dont je vais vous parler un peu plus avant, qui est un jeune homme qui s'appelle DeAndre et qui en fait a 15 ans, je crois, au moment où il est arrêté, qui est un dealer, tout simplement. Et qui va être confronté très très vite au système pénal et au système carcéral américain. Et vous voyez d'ailleurs, on le voit assez bien en filigrane, cette volonté notamment de renforcement via la loi anticriminalité. Et juste pour vous donner pas forcément un chiffre, mais une donnée qui va
peut-être remettre les choses encore une fois en perspective. Michel Alexander, qui a écrit un ouvrage intitulé en français, traduit en français d'ailleurs et publié aux éditions Sileps, La couleur de la justice, qui revient sur cette problématique de l'incarcération de masse, vous dit notamment, et c'est ce pourquoi aux États-Unis on parle du New Jim Crow, donc c'est-à-dire le nouveau Jim Crow faisant référence, c'est le surnom des lois de ségrégation aux États-Unis, et elle nous dit il y a plus d'adultes africains-américains sous main de justice aujourd'hui, c'est-à-dire en prison, en mise à l'épreuve ou en liberté conditionnelle, qu'il n'y en avait réduit en esclavage en 1850. Donc c'est un chiffre qui est assez effarant, mais qui évoque bien justement cette problématique et les conséquences de cette adoption, donc adoption par Bill Clinton, en 1994 de cette loi anticriminalité américaine. Ensuite, la deuxième loi sur laquelle je voulais revenir a été adoptée en 1996 et elle a un versant qui est beaucoup plus social, quand bien même elle est aussi marquée sur le plan ethno-racial et on le voit également dans The Corner. Là, c'est plutôt à travers le personnage de la mère de DeAndre qui s'appelle Fran et qui vit justement des aides sociales. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1996 aux États-Unis, l'adoption d'une réforme de l'aide sociale a été signée par le président Bill Clinton et c'est une loi qui a affecté majoritairement les mères célibataires et leurs enfants qui sont représentés notamment de façon assez disproportionnée dans les quartiers et au sein de familles, de cellules familiales pauvres qui déjà souffrent d'importantes réductions de revenus depuis quelques années. Ça a été encore une fois une promesse de campagne pour essayer de ravir, je pense, quelques électeurs républicains. Promesse de campagne donc de Bill Clinton en 92, qui promet donc, je le cite en anglais, de end welfare, to end welfare as we know it, donc de mettre fin à l'aide sociale telle que nous la connaissons. Il dit notamment que il doit y avoir une réforme massive au niveau de la protection sociale, puisque ça doit constituer une aide et pas, je le cite, un mode de vie. Donc, que se passe-t-il? On abolit, en termes plus pragmatiques, on abolit le droit à l'assistance, puisque notamment il y a un quota d'assistance qui est imposé, et on ne peut pas bénéficier d'une assistance ou d'une allocation plus de 5 ans cumulés sur une vie, ce qui est assez peu finalement. Et toute forme d'aide sociale ou d'allocation est retirée en cas de condamnation pour trafic ou usage de drogue ou en cas d'arrestation pour vol. Ensuite, qu'est-ce qui se passe également à ce niveau-là, pour être encore une fois très pragmatique? La distribution des aides alimentaires se fait désormais sous forme de food stamps, donc qui sont tout simplement des tampons, des petits tampons qu'on vous donne pour avoir le droit à un certain nombre de denrées alimentaires, mais le montant est fortement diminué. Donc au final, les populations les plus pauvres se retrouvent perdantes à ce niveau-là, ce qui permet de réaliser également une économie de 55 milliards par le gouvernement fédéral. Pierre, autre sujet très très important, vous avez commencé à l'évoquer ici, et c'est au cœur d'ailleurs de The Wire aussi, on le voit bien avec une saison qui est vraiment centrée sur ça, c'est la drogue. La drogue qui, véritablement, que ce soit de l'échelle fédérale à l'échelle locale, de la petite à la grande échelle, on voit bien que c'est au cœur de la série The Corner. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Parce qu'il y a véritablement une guerre contre la drogue qui est déclarée, et on le voit bien dans la série. Donc effectivement, ce qu'on a essayé de mettre en évidence là, c'est que d'une part, la communauté africaine-américaine a été très touchée par deux lois, donc la loi anticriminalité et également la réforme de l'aide sociale, qui ont précipité, comme je vous le disais, toute une partie des populations qui étaient déjà durement éprouvées par les inégalités économiques, notamment au niveau de l'accès au marché de l'emploi. Qui sont des problématiques endémiques depuis très longtemps, notamment les problématiques dont on reparlera peut-être un peu plus tard, de relations avec la police également pour les jeunes. Mais en l'occurrence, effectivement, une des, entre guillemets, nouveautés, même si c'est pas vraiment une nouveauté, qui vient ajouter encore une difficulté supplémentaire, c'est effectivement, comme on l'a dit, la guerre contre la drogue, littéralement, c'est la war on drugs, qui aujourd'hui, d'après les observateurs et d'après certains historiens, a été plus une guerre contre la pauvreté
plutôt qu'une guerre contre la drogue en soi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi anticriminalité dont je vous ai parlé visait avant tout, en tout cas officiellement, à diminuer le taux d'homicide, puisqu'il y a eu, il faut le reconnaître, il y avait une augmentation depuis quelques années des crimes violents, notamment qui étaient liés au trafic de drogue et qui étaient liés aussi sur un plan beaucoup plus obscur, en fait, qui était lié à la drogue, mais surtout à l'épidémie. Donc, si on veut être vraiment encore plus précis, à l'épidémie de crack qui a déferlé sur les ghettos américains, notamment de façon très très forte dans les années 1980 et les années 1990. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1994, donc la même année qui verra également l'adoption de la loi anticriminalité, 1994, donc tout ceci sous la présidence et avec l'aval de Bill Clinton, il y a l'adoption en Californie de ce qu'on a appelé la loi des 3 coups, donc en anglais littéralement la Three Strikes Law, qui est une loi qui visait à essayer de mettre fin à la récidive, officiellement en tout cas. Même si officieusement, ce qui est beaucoup plus problématique, en tout cas du point de vue de certains militants et de certains activistes par rapport à l'enfermement, cette problématique encore de l'enfermement est extrêmement présente. On le voit dans The Wire, on le voit dans The Corner, même si c'est fait de façon beaucoup plus, à une échelle un échelon beaucoup plus local et à travers le parcours d'un seul personnage. Eh bien, officiellement, comme je vous dis, c'était une loi qui visait à essayer de mettre fin à la récidive, mais qui surtout a eu un effet assez visible et assez rapidement. C'est le fait d'empêcher toute forme de réhabilitation. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que cette loi, donc la loi des 3 coups, qui a été adoptée encore une fois, pas seulement, mais en Californie, ça a été assez débattu et assez visible sur le plan médiatique. Cette loi donc contre la récidive augmente petit à petit la peine d'emprisonnement, la peine d'enfermement à chaque condamnation. Ce qui fait qu'au bout de la 3e condamnation, donc récidive, la peine d'emprisonnement pouvait aller de 25 ans à perpétuité, et ce, quelle que soit la nature, quel que soit le chef d'inculpation de cette 3e infraction. Donc, si l'on combine ça, comme on le disait, à la véritable guerre contre la drogue qui est menée depuis la fin des années 60 aux États-Unis et qui a été renforcée dans les années 80, donc si l'on le combine également à la loi contre la toxicomanie de 1986 qui prévoit des peines beaucoup plus lourdes pour les consommateurs et les vendeurs de crack. Encore une fois, le crack, c'est une épidémie dans les années 80 et 90. Donc, si l'on combine ça à des peines plus lourdes pour les consommateurs et les vendeurs de crack, encore plus, qui sont pénalisés encore plus durement que les vendeurs de cocaïne, et lorsqu'on sait également que le facteur social est extrêmement important, puisque la consommation de crack touche de façon assez démesurée les quartiers noirs les plus pauvres, du fait que le crack soit extrêmement bon marché, puisque c'est un dérivé bas de gamme de la cocaïne, donc du fait du coût d'achat qui est extrêmement dérisoire, le fait que, comme je vous disais, le nombre de consommateurs et de vendeurs de crack se trouve majoritairement dans les quartiers noirs, eh bien, on débouche sur une situation qui est assez explosive et qui voit certaines condamnations extrêmement lourdes être prononcées et une surreprésentation d'hommes noirs également en prison. Donc, c'est une problématique aussi qui hante littéralement The Corner et qui est présente à absolument tous les niveaux. Et maintenant, au niveau local, on le voit extrêmement bien dans la série, The Corner, donc comme beaucoup d'œuvres de l'époque, je pense notamment à des œuvres cinématographiques, notamment Spike Lee, donc même si lui l'a fait vraiment avant avec Do the Right Thing dans les années 80, mais comme beaucoup d'œuvres de l'époque, je pense aussi à Clockers, qui est un roman à l'origine qui ensuite a été adapté en film, encore une fois par Spike Lee. Eh bien, comme beaucoup d'œuvres de cette époque et des années 80-90 en général, The Corner met vraiment en scène les relations tendues entre les forces de police et la population africaine-américaine, qui est souvent très très jeune, qui vit dans le quartier de Fayette et au croisement de Fayette et de Monroe. Et les opérations, ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle aux faciès, donc la racialisation du contrôle aux faciès, le quadrillage policier qui est extrêmement présent dans cet espace public et la pression également du résultat pour les policiers qui sont donc sur le terrain, incarnent visuellement et à travers la série et de façon quotidienne la conséquence, mais vue à hauteur d'homme, de toutes les politiques fédérales et locales que j'ai évoquées, notamment en ce qui concerne la guerre contre la drogue, la guerre contre la récidive, qui perdure encore une fois donc depuis la fin des années 60.
Et ce qu'il faut savoir également, c'est que le personnage que j'ai cité, donc le personnage de DeAndre, qui a 15 ans à l'époque et qui a été arrêté plusieurs fois, échappe, donc sans trop en divulguer, échappe de justesse à une peine d'emprisonnement très lourde parmi des détenus adultes. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui aurait dû l'effrayer et qui a valeur d'avertissement en fait, qui a valeur d'avertissement et de dénonciation quelque part du système carcéral américain. Et on voit donc que DeAndre, donc ce personnage, est déjà confronté au système judiciaire, de fait, encore une fois, du renforcement des peines envers les consommateurs et les vendeurs de drogue, puisqu'il est dealer, à l'échelle fédérale et qui battent leur plein dans les années 80 et dans les années 90. Ce qui est aussi très intéressant, Pierre, quand vous écoutez parler sur cette série de Corner, c'est que finalement, on a l'impression d'avoir toutes les différentes facettes de la drogue. Vous avez commencé à parler à la fois des dealers, des consommateurs un petit peu. On voit tout ça très bien dans cette série. Si vous l'avez vu, hein, on est quasiment en train de parler d'une série documentaire à tel point que la caméra fouille tous les détails des différents acteurs pour finalement nous présenter un portrait très cru de cette Amérique et de cette population afro-américaine de la côte est de Baltimore. Absolument. Et donc, on en a parlé, hein, tout à fait. Il y a un aspect assez documentaire, en fait, qui est un cas extrêmement intéressant, en fait, d'hybridation de la forme, puisqu'on assiste vraiment, littéralement, à la reconstitution d'un roman par des acteurs qui jouent le rôle de personnages qui ont réellement existé. Et la boucle est complètement bouclée entre le matériau littéraire d'origine et son adaptation filmée. Et comme je vous disais, la série prend effectivement la forme d'un vrai faux documentaire qui reconstitue des événements réels sous une forme un peu de théâtre de rue. Et la narration aussi est extrêmement intéressante. Donc la narration, c'est la façon ici dont se déroule le récit, est également hybride à ce niveau, puisqu'elle louvoie constamment entre la fiction et l'enquête de terrain documentaire, ce qui se manifeste notamment au travers des personnages. Et donc les personnages sont tous, comme on l'a dit, une facette de la problématique de la drogue, notamment à Baltimore, mais aussi plus généralement, lorsqu'on élargit un peu le spectre d'analyse, de la drogue et des relations entre la communauté africaine-américaine et donc cette problématique, encore une fois, de la guerre contre la drogue, de la criminalité, de la dure... de la dureté du système, des lois aux États-Unis et du renforcement de cette chasse vraiment qui est faite contre la drogue et la récidive. Et vraiment, encore une fois, sans trop en divulguer, parce que le cœur vraiment de The Corner, ce sont ces personnages, et c'est non seulement l'écriture et l'interprétation des personnages, mais aussi le fait que ces personnages soient réels. Donc, certes, c'est une série qui se veut avoir tout de même un minimum de fiction en son sein, mais pas énormément, et ça se manifeste aussi via le dispositif visuel avec des couleurs notamment très désaturées, enfin ce qu'on verra aussi dans The Wire à une plus grande échelle. Mais comme je vous disais, pour en revenir aux personnages, tous sont une facette différente de cette problématique. Par exemple, on peut assister au devenir assez tragique de junkie / sans domicile fixe, donc qui sont les deux, notamment à travers un personnage qui s'appelle Fat Kurt, qui souffre d'une déformation physique et qui est extrêmement intéressant et extrêmement touchant dans son écriture. Qui bien évidemment ne peut pas travailler, qui a sombré petit à petit dans la drogue et dans la consommation, qui se remémore, puisque c'est un peu celui qui fait le passage, qui se fait le passeur en fait du temps qui passe et du passé, de l'histoire du quartier. Il se remémore en fait le moment où tout ce quartier, donc ce coin de rue qui est situé entre Fayette et Monroe, était quasi idyllique et les opportunités économiques pour les Africains-Américains étaient nombreuses, notamment dans les années 60-70. On a également le personnage de Gary, qui est un personnage extrêmement tragique, puisque c'est vraiment l'incarnation de celui qui n'a pas pu saisir sa chance et n'a pas pu bénéficier du rêve américain. Et il a vu littéralement le tissu familial se déliter autour de lui, puisqu'il était père de famille. Il est toujours père de famille d'ailleurs, puisque c'est le père de DeAndre, comme je vous disais. Et il a vu le tissu familial se déliter autour de lui au fur et à mesure que sa femme Fran sombrait d'ailleurs dans la drogue
et était sur la pente glissante de la perte d'emploi et a précipité, comme je vous l'ai dit, la cellule familiale dans la crise et le manque de repères du fils, donc qui est DeAndre, donc le fils de Fran et de Gary, est assez évocateur à ce niveau-là. DeAndre, par exemple, qui lui est un dealer, donc qui vend de la drogue, qui vend notamment des capsules de cocaïne pour subvenir aux besoins de sa mère et de son petit frère, alors que les programmes d'aide sociale, donc ceux que j'ai évoqués notamment, sont insuffisants pour vivre décemment, ce qui est tout à fait lié à un contexte historique que j'ai déjà évoqué auparavant. Et DeAndre, en fait, représente énormément de jeunes noirs américains qui sont tiraillés entre la possibilité de poursuivre des études, puisqu'il a quand même certaines capacités qu'il ne met pas à profit, ou en tout cas qu'il met à profit au sein de l'économie parallèle de la vente de drogue. Donc il a le choix, il est vraiment un croisement fatidique, puisqu'il est tiraillé entre cette possibilité de s'en sortir de façon légale à travers la poursuite d'études et celle de continuer à dealer pour survivre, tout simplement, au jour le jour. Et on a également un personnage qui est une victime collatérale, donc bien évidemment la problématique de la drogue aux États-Unis au sein de la communauté africaine-américaine a fait énormément de dégâts, donc que ce soit en termes de consommation, en termes de vente également, avec l'incarcération de masse que j'ai déjà évoqué, mais également des victimes collatérales qui ne sont pas liées du tout d'une façon ou d'une autre au trafic ou à la revente ou à la consommation, mais qui ont perdu notamment des proches. Et encore une fois, je vous rappelle, ce sont des personnages réels qui ont vraiment existé et qui sont des figures de l'histoire africaine-américaine de la ville de Baltimore. Et un de ces personnages, donc, c'est Ella Thompson, qui a été une victime collatérale, qui a vu sa fille de 12 ans être tuée d'une balle perdue en 1988 et qui s'est investie assez massivement dans l'aide aux jeunes et qui a notamment monté des initiatives, créé des centres des sortes de refuges, en fait, si vous voulez, pour les jeunes garçons et jeunes filles noirs du quartier de Lafayette et de Monroe, de Fayette et de Monroe, pardon, pour essayer de les sortir de la rue, essayer de leur faire voir autre chose et essayer encore une fois de leur servir de guide, puisque ces jeunes manquent énormément de repères. Et c'est d'ailleurs une des choses qui avait été évoquée dans le documentaire Le 13e, qui revient extrêmement bien sur ce type de problématique et sur les conséquences notamment de la guerre contre la drogue et de l'incarcération massive, l'incarcération de masse aux États-Unis. Ce qui a été dit notamment dans ce documentaire par un historien, c'est que l'incarcération massive de jeunes hommes et de jeunes femmes, quelquefois africains-américains, a littéralement privé toute une génération de leaders potentiels. Et effectivement, cette problématique du manque de repères est extrêmement présente à travers la série et à travers la réalité, les faits et la réalité du terrain. Et finalement, ce qui ressort de The Corner, et c'est ce pourquoi aussi je trouve cette œuvre extrêmement intéressante, eh bien, c'est la dimension humaine et sociale de cette problématique de la drogue et de la guerre contre la drogue in extenso. On suit littéralement des individus, des personnages qui sont plutôt complexes, qui ont un passé, qui ont une personnalité, et qui ne sont pas de simples personnages-fonctions, comme on pourrait le voir dans beaucoup d'œuvres de fiction, qui ne serviraient finalement qu'à faire avancer le récit d'un point A à un point B. Donc là, c'est littéralement autre chose. On est en phase d'individus, on est en phase de personnalité et non pas simplement de fonctions qui seraient dépersonnalisées. Pierre, il y a aussi quelque chose de très très intéressant de cette série que j'avais commencé à l'évoquer, c'est les différentes échelles pour l'étude de la série elle-même, avec ce qu'on appelle une histoire. On passe quasiment de la micro-histoire qui est chère à Carlo Buggio, par exemple, jusqu'à une histoire beaucoup plus nationale, quasiment, on pourrait dire, voire globale, hein, avec ces problématiques autour de la drogue notamment, mais aussi de la place des Africains américains dans la société américaine elle-même. Ce jeu d'échelle, la série, le met en valeur comment ? Oui, en effet, c'est ce que je trouve extrêmement intéressant avec The Corner, puisque encore une fois, le format de la mini-série permet ce genre d'analyse et permet surtout cette superposition des échelles. Et ce qui est très très intéressant,
c'est le fait que cette série, donc The Corner, varie constamment entre des échelles d'analyse qui passent de la micro-histoire, puisqu'encore une fois, il y a une attention toute particulière qui est accordée aux trajectoires individuelles des personnages, dont les observations donc, peuvent être ensuite corrélées à des faits, à des phénomènes historiques qui s'appliquent à l'échelle nationale. Et ici, on en a déjà parlé, c'est l'échelle nationale, la toile de fond, c'est l'histoire des États-Unis et les phénomènes historiques. Encore une fois, c'est le contexte historique qui est celui de la guerre contre la drogue, du renforcement des peines envers les consommateurs et les revendeurs. Donc tout un contexte, encore une fois, une échelle nationale. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'observation des trajectoires personnelles des protagonistes de The Corner, même si évidemment elles contiennent une part de subjectivité à laquelle on ne peut pas échapper. Donc la subjectivité en question qui est notamment guidée par la retranscription des conversations entre David Simon et les différents personnages qu'il a suivis, également le prisme de l'adaptation littéraire sous la forme vidéo, on appelle ça une remédiation, donc pratiquer une remédiation, c'est également un facteur de subjectivité. Donc, malgré cette part de subjectivité qui est inhérente à l'adaptation notamment, il y a une valeur de témoignage, donc vraiment d'entretien, si on veut vraiment parler et employer la terminologie qui est propre aux sciences humaines. Il y a une valeur de témoignage, il y a une valeur d'étude de terrain qui est extrêmement pertinente à l'échelle locale, puisqu'on parle de l'échelle de Baltimore et voire même de l'échelle de seulement un coin de rue à Baltimore, mais également national. Et là, je vous renvoie évidemment à tout ce dont j'ai parlé. Et ce qu'il est extrêmement intéressant et pertinent, je trouve, à analyser, en tout cas pour l'historien ou l'historienne, ou à minima pour les auditeurs et auditrices qui seraient férus d'histoire, eh bien, ce qu'il est extrêmement intéressant de noter, c'est que l'observation du quotidien des habitants de Fayette et de Monroe permet d'écrire littéralement une histoire sociale et une histoire locale du quartier à la fin des années 90, mais aussi de développer des éléments de compréhension beaucoup plus vastes en termes d'échelle quant aux conséquences directes des politiques fédérales anti-drogue et anti-criminalité. Donc on a constamment cette échelle, cette superposition des échelles d'analyse qui jouent, et c'est ce qui fait que, je trouve, on se trouve en face d'un cas extrêmement intéressant. Et puis, peut-être, Pierre, ce qui est très intéressant aussi avec cette série-là, c'est de faire des parallèles avec le cinéma, le type de cinéma, un peu cinéma-histoire, tel que jadis Marc Ferro l'a mis en avant, parce que là, effectivement, on a quelque chose de très intéressant. C'est un objet filmique, sériel, et même qui est quasiment, je ne vais pas dire inédit, en tout cas, qui est tout à fait novateur déjà pour l'époque. Et on reconnaît à travers ça d'ailleurs très très bien le style que va imposer par la suite David Simon. Vous l'avez dit déjà dans The Wire, voire en premier. Absolument, absolument. Et oui, tout à fait, on peut dresser un parallèle avec certaines grilles d'analyse. Donc, tout à fait, Marc Ferro, qui lui, dans Cinéma et Histoire, vous dit notamment que tout objet filmique, puisque lui a pris l'objet filmique, tout objet filmique est à la fois, donc simultanément, est à la fois un témoin, un agent et une source historique. Donc un témoin parce que tout objet, donc encore une fois, lui le prend sous l'angle du cinéma, c'est son objet d'analyse, notamment le cinéma russe, mais ça peut tout à fait s'appliquer à tout objet en général, toute production culturelle populaire, puisque toute production culturelle populaire est en principe comment dire, en lien direct avec, est en prise directe avec les événements qui touchent la plus grande partie de la population. Donc à la fois un témoin, puisqu'effectivement c'est un reflet d'une histoire, c'est un reflet d'un contexte et d'une histoire à un instant T, d'une société à un instant T. C'est également un agent, dans le sens d'un agent transformatif, puisque tout objet culturel populaire, en l'occurrence ici on parle de l'objet filmique, voire de l'objet de la série, donc de l'objet sériel, est un agent transformatif puisqu'il agit en retour sur une société. Donc il n'est pas simplement un reflet passif de celle-ci, il agit également en retour sur celle-ci, et c'est également une source historique, puisque ce type d'objet nous permet, en tant qu'historien, en tant que chercheur en général, nous permet de prendre le pouls d'une société, mais surtout va servir de source historique, non pas, donc là on est dans un cas qui est très
très intéressant puisque justement, ça n'est pas un cas de recréation a posteriori. Donc certes, il y a un petit décalage entre le moment où les premières enquêtes de terrain de David Simon ont commencé et le moment où sort la série The Corner. Il y a quelques années de décalage, mais on est encore dans une réalité qui est tout à fait palpable et tout à fait d'actualité. Réalité historique, j'entends. Et c'est ce pourquoi, même a posteriori, eh bien, que ce soit l'objet filmique ou l'objet de la série, et dans ce cas présent, encore plus, puisque The Corner, encore une fois, a une valeur très documentaire, que ce soit à travers la forme ou à travers le fond. Donc, ce n'est pas de la fiction, quoique la fiction peut aussi servir, hein, bien évidemment, d'objet d'interprétation et de grille d'analyse d'une société à un instant T et servir de source historique, notamment par rapport notamment par rapport aux représentations des dynamiques de pouvoir entre différents personnages, etc. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est une source historique parce que c'est véritablement un instantané, si vous voulez, d'une époque, donc certes à une échelle qui est très locale, mais qui peut s'interpréter aussi comme une représentation d'une politique beaucoup plus vaste à l'époque, celle dont j'ai déjà parlé, et qui, pour toutes ces raisons, pour moi en tout cas, a vraiment un statut extrêmement pertinent et peut servir tout à fait, peut servir d'objet d'analyse pour essayer de comprendre, en tout cas de mieux comprendre, de mieux appréhender l'histoire des sociétés humaines, et là en l'occurrence cette histoire qui est une histoire à la fois sociale, politique, culturelle, et qui a trait également eh bien, à la drogue et à tout un tas d'autres problématiques dans les années 90 aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Pierre, en conclusion, finalement, de cette série The Corner pour les auditeurs? Quelles sont les informations essentielles que l'on doit garder en mémoire, si on doit la voir ou même la revoir? Pour conclure très, très rapidement, et encore une fois, sans trop vouloir divulguer ce qu'il en est de l'intrigue ou des personnages ou du fond ou de la forme même si j'ai déjà évoqué ces questions pour vous donner envie d'aller explorer par vous-même la série. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est une série qui a posé les bases de ce que sera par la suite The Wire. On y retrouve également des personnages, en tout cas des acteurs récurrents entre les deux séries. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que je pense la tentative des réalisateurs et de David Simon à l'origine, c'est la tentative de vraiment, encore une fois, euh, d'immortaliser d'immortaliser une situation, voire essayer d'avoir une valeur d'avertissement, de plonger littéralement, de plonger dans un univers avec lequel les spectateurs n'étaient pas forcément familiers à l'époque, ou en tout cas s'il l'était, c'était beaucoup à travers le prisme de la fiction, donc est un prisme assez déformant, qui rendait notamment certaines figures assez sympathiques en fait. La figure du dealer notamment, qui est extrêmement présente dans l'imaginaire collectif, qui est rendue sympathique parce qu'elle est une facette du rêve américain. Et elle est son incarnation notamment la plus hyperbolique, si vous voulez, et la plus caricaturale même quelquefois. Et contrairement à tout ça, contrairement à ce type de production, eh bien, The Corner a vraiment une tonalité qui est extrêmement froide, extrêmement crue. Il y a une économie de moyens qui est assez observable et assez admirable aussi. Et vraiment, cette volonté de coller le plus possible à une réalité historique, et je trouve ce qui fait la force véritablement de la série, et bien évidemment, c'est l'historien qui parle, mais en tant également que spectateur, que téléspectateur, elle est extrêmement bien faite, bien écrite, et même si elle peut dérouter un peu de prime abord, puisque le rythme est assez lent, donc ça se veut une chronique sociale, donc ça n'est pas forcément écrit comme une série de fiction avec des rebondissements toutes les 10 minutes. Mais en tout cas, ce qui en fait la force, c'est vraiment ce côté hybridation et la valeur à la fois culturelle, sociale et politique également de l'œuvre en général et surtout du propos.
Pierre Cras, merci beaucoup pour cette analyse autour de la série The Corner, qui est une série qui est à voir peut-être ou à revoir si vous avez vu ou pas vu d'ailleurs The Wire, parce que c'est très intéressant pour bien comprendre ce contexte si particulier de cette ville située sur la côte est des États-Unis, ce qu'on appellerait en géographie une shrinking city, c'est-à-dire une ville en crise. Et David Simon dépeint particulièrement bien justement cette ville en crise à travers The Corner puis The Wire. C'est très très intéressant parce que beaucoup de questions liées justement, vous l'avez très bien dit tout au long de l'émission, à travers ce qu'on découvre peut-être en Europe maintenant autour du mouvement Black Lives Matter ou quoi, on le voit ici, ça se perçoit. Et finalement, c'est pas une surprise d'analyser ça parce que la caméra de Simon le montre avec une certaine crudité quasiment de l'image qui est tout à fait réelle et qui est quasiment sociologique. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous incite à aller sur notre site internet histoireensérie.com, retrouver la bibliographie que Pierre a mis en ligne pour vous permettre à la fois de découvrir le sujet ou d'approfondir derrière-dessus. Et puis, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le fil Twitter @histoireensérie qui vous permettra de suivre notre actualité, et puis sur le groupe Facebook d'Histoire en série pour suivre aussi les prochaines émissions ainsi que les émissions précédentes. Et puis pour celles et ceux qui voudraient avoir un résumé de chaque émission, rendez-vous sur le site internet de notre partenaire nonfiction.fr où vous retrouvez à la fois le résumé et les liens pour aller écouter les émissions sur les grandes plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Pierre, il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle émission sur les États-Unis. Merci beaucoup et avec plaisir. À bientôt, Pierre. À bientôt, merci. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.